La parole est à Madame Clotilde Walter, rapporteure de la Commission des affaires économiques, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle. Notre Assemblée a adopté ce texte le 16 septembre dernier, le Sénat l'a rejeté le 4 février, la CMP a échoué le 5. Nous l'avons adopté mercredi dernier en Commission des affaires économiques. Ce texte affirme le primat de l'économie réelle sur la finance. Nous sommes tous ici conscients des dégâts de la finance pour l'économie mondiale, pour notre pays, pour nos territoires, pour les salariés et pour nos filières industrielles. Nous le savons, c'est le résultat d'une logique trop exclusivement financière qui a conduit à favoriser les intérêts financiers de court terme en sacrifiant les stratégies de long terme, de recherche, d'innovation, de développement des entreprises et des filières industrielles. Nous savons combien cette logique financière est dévastatrice et parce que l'État doit être protecteur des entreprises et des salariés, nous devions agir. C'est ce que nous faisons avec ce texte qui traite deux aspects. La reprise de sites rentables pour marquer que l'on ne peut fermer impunément un site rentable, que l'entreprise qui veut fermer a des obligations à l'égard des salariés et du territoire, et d'abord celle de rechercher un repreneur, que nous voulons ensuite aider les entreprises qui s'engagent pour le développement économique et l'emploi, et c'est une loi qui favorise la liberté d'entreprendre. Deuxièmement, la gouvernance des entreprises avec la volonté d'assurer le primat de l'économie réelle sur la finance, en protégeant les entreprises et les salariés des opérations purement financières pour stabiliser l'actionnariat dans la durée au bénéfice de l'intérêt social et de leur stratégie de développement de long terme. Ce texte est un outil de reconquête économique, notamment industrielle. Il a vocation à protéger nos entreprises, nos salariés, nos territoires et nos filières industrielles des excès de la finance pour faire prévaloir les stratégies et les dynamiques de développement de long terme. La reprise des sites rentables doit être systématiquement recherchée. Nombre d'entre nous ont été confrontés sur leur territoire à des fermetures de sites, drames industriels et humains, mais aussi source d'appauvrissement d'un territoire, souvent disparition aussi de savoir-faire industriel. Notre pays a perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans. Dès lors que l'on ferme un site rentable, les salariés, les élus, les habitants sont confrontés à l'incompréhensible, à l'absurde, à l'inacceptable. Avec ce texte, nous voulons y répondre pour garantir la recherche effective d'un repreneur avec la mise au point d'une procédure spécifique, un mécanisme de dissuasion avec une sanction financière prononcée par le tribunal de commerce pour l'entreprise qui refuserait une offre de reprise sérieuse. Le modèle de gouvernance des entreprises doit favoriser les dynamiques de développement, d'activité et d'emploi. La deuxième partie du texte pose les bases d'un nouveau modèle de gouvernance des entreprises. En effet, la logique financière met en difficulté et même en danger notre système économique, car trop souvent, les intérêts des actionnaires vont à l'encontre des intérêts de long terme de nos entreprises, de nos filières industrielles, des salariés et des territoires. En France, nous le savons, nos entreprises sont plus particulièrement exposées au risque d'instabilité. L'actionnariat y est particulièrement faible. Et donc, elles ont besoin d'être protégées, comme l'ont montré un certain nombre de travaux récents du Sénat en 2007, de Jean-Louis Beffa, de Jean-Louis Schweitzer et Olivier Ferrand, de Louis Gallois, plus récemment en novembre 2012. Il nous appartient donc de rechercher un bon équilibre entre l'attractivité indispensable pour assurer le financement de notre économie et l'encouragement à apporter aux investisseurs qui s'engagent dans la durée au bénéfice de la stratégie de long terme de nos entreprises et des filières industrielles. C'est pourquoi la proposition de loi conforte les actionnaires de long terme avec le droit de vote double, donne aux entreprises les moyens de résister aux OPA hostiles et aux prises de participation rampantes et associe enfin les salariés aux procédures d'OPA à travers la consultation du comité d'entreprise.
Nous avons, à chaque étape du travail parlementaire, amélioré ce texte en tenant compte des auditions et des contributions qui nous ont été apportées. La phase d'audition, tout d'abord, a permis d'écouter tous les avis. Elle nous a permis de mettre au point l'articulation nécessaire avec la procédure prévue par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi. Elle nous a aussi permis d'analyser des cas concrets, notamment celui de MREAL dans l'Eure, dont nous parlera tout à l'heure notre collègue Jean-Louis Destan, qui a mobilisé autour des salariés les moyens nécessaires et permis la reprise du site. Les salariés aussi de Pilpa, que nous avons longuement entendus lors des auditions. Le travail en commission nous a permis de traiter la question de l'information des élus, la question des aides publiques et d'autres encore. Le débat ici même, en septembre dernier, a tenu compte des positions contradictoires qui avaient été exprimées lors des auditions quant à l'efficacité d'une nouvelle réduction du seuil de déclenchement des OPA. Nous en avons tenu compte. De même, nous avons modifié la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA pour en réduire significativement la durée. L'examen du Sénat a été un moment important, même si le texte n'y a pas été adopté. Et je tiens ici à rendre hommage à la rapporteure de la Commission des affaires sociales, saisie au fond, Anne-Emery Dumas, aux rapporteurs pour avis, Jean-Marc Todeschini, Félix Desplan et Martial Bourquin, qui ont réalisé un travail très important d'amélioration du texte. C'est pourquoi nous avons proposé, la semaine dernière, à la Commission des affaires économiques, de reprendre une série d'amendements du Sénat, qu'ils soient rédactionnels, de coordination, mais qu'ils soient également des amendements de fond, portant notamment, par exemple, sur les offres techniques ou de façon encore plus importante sur les conditions de remboursement des aides publiques. En effet, dans le texte initial, c'était le tribunal qui pouvait demander, au moment de la condamnation à la pénalité, c'était le tribunal qui pouvait demander le remboursement des aides publiques. Le Sénat a apporté une amélioration très importante en permettant aux collectivités, dans l'année qui suit la condamnation, d'émettre un titre de recette pour demander le remboursement. Et c'est une bonne chose et c'est un acquis important de la discussion au Sénat. Enfin, la Commission des affaires économiques a, mercredi dernier, adopté plusieurs amendements d'amélioration du texte ou de précision. Je tiens à remercier ici l'ensemble des députés qui ont travaillé sur ce texte, plus particulièrement le premier d'entre eux, François Brottes, président de la Commission des affaires économiques, qui en a été l'initiateur, mais aussi Guillaume Bachelet, Jean-Louis Destan, Jean-Marc Germain, Jean Grelier, Patrice Pratt, Michel Lipgott, Marie-Françoise Bechtel, Christophe Borgel, Cécile Untermaier, Christophe Léonard et j'en oublie sans doute. Je veux aussi dire ici que nous pensons en ce moment aux salariés des entreprises qui ont dû subir une fermeture de site au cours de ces dernières années, et notamment Petroplus, Pilpa, ArcelorMittal, Dossi, Moulinex, Plisorol, Goodyear et beaucoup d'autres. Enfin, pour protéger le développement des entreprises françaises, il nous faudra, Madame la Ministre, poursuivre ce travail au-delà de l'adoption de cette proposition de loi. En effet, à l'occasion du travail accompli sur ce texte, nous avons constaté que les entreprises sont en France moins bien protégées par la loi et par les dispositifs réglementaires que certaines de leurs concurrentes étrangères, américaines, asiatiques et même parfois européennes. Des secteurs industriels comme la sidérurgie et l'aluminium ont été frappés par des OPA hostiles aux effets dévastateurs, Arcelor, Pechiney. Il nous appartient d'en tirer toutes les conséquences. Ainsi, entre le modèle libéral anglo-saxon que l'Europe lui a imposé et les pratiques développées en Amérique du Nord et en Asie, la France doit, pour défendre ses intérêts, faire prévaloir un nouveau modèle de gouvernance de ces entreprises afin de leur permettre de se développer sans subir les effets dévastateurs du capitalisme financier. Le texte que nous examinons aujourd'hui est une première étape. Il y en a d'autres. L'enjeu est majeur. Dans la guerre économique que nous connaissons, nos entreprises participent de l'image, de l'influence et du poids de notre pays dans le monde. Si nous voulons préparer l'avenir de notre économie, si nous voulons développer aujourd'hui les entreprises qui créeront les produits et les emplois de demain sur notre territoire, nous ne devons pas oublier que dans notre histoire nationale, l'entraîneur de l'équipe de France s'appelle l'État et qu'il lui appartient aujourd'hui de construire l'équipe de France 2025.
Lors du Conseil des ministres du 13 janvier dernier, le ministre de l'économie Pierre Moscovici et le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg ont présenté une communication importante relative à la stratégie de l'État actionnaire. Dans ce texte, ils identifient les conditions de l'intervention en fonds propres de l'État pour distinguer les entreprises à capitaux publics à caractère stratégique, la nécessité de pourvoir aux besoins fondamentaux du pays, le développement et la consolidation d'entreprises nationales et le sauvetage lorsque la disparition d'une entreprise présenterait un risque systémique avéré pour l'économie nationale ou européenne. Ce travail, Madame la Ministre, nous l'avions souhaité lors de notre débat du 16 septembre dernier. Nous ne pouvons donc qu'encourager le gouvernement à poursuivre et à développer cette stratégie dont notre pays a bien besoin. Comme vous pouvez le constater, une fois la proposition de loi votée, ce chantier continuera de nous mobiliser. Il en va de l'intérêt de notre pays. Et pour cela, Madame la Ministre, mes chers collègues, je compte sur vous. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.